Je suis passé de 17 000 €, c'était en 2022, à juin 2022 peut-être, à 0 € le lendemain. J'avais plus rien. Parce qu'en fait, j'ai plus voulu. Ce que je faisais, je me reconnaissais pas dedans, ça me plaisait pas. C'était un business qui ne me plaisait pas. Et d'ailleurs, mon pote Marc Albinet, qui a été un des premiers clients de Prinkster en coaching. Je le vois sur LinkedIn. Voilà, il était chez moi le jour où j'ai pris cette décision. Et il a dit, mais Léo, t'es fou. Salut Candice. Salut Léo. Ça va? En pleine forme. Trop content d'être ici. Et toi? Bah ouais, moi aussi. J'ai fait l'aller-retour de Montpellier. Donc là, ce soir, je rentre déjà. Ah oui. Je suis crevé, mais plein d'énergie pour te retrouver aujourd'hui. Ça fait hyper plaisir. De toute façon, ça faisait même pas un mois qu'on s'était pas vu. C'était vu à Rodez. Ouais, exactement, c'est ça. Donc à ton événement. Et depuis, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses puisque je sais pas si tu vois ce que j'ai entre les mains. Explique-moi, qu'est-ce que c'est? J'ai un jeu qu'on a créé avec ton graphiste préféré. Valentin. Voilà, Valentin. Wow. Est-ce que tu peux nous faire de la promo pour Valentin? Parce que franchement, c'est la personne qui va sûrement le plus m'aider en 2024. Ok. Incroyable. Avec plaisir. Donc Valentin, en fait, c'est très réducteur ce que je vais dire, mais c'est un homme à tout faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans mes mots? Eh bien, ça veut simplement dire qu'il est aussi et autant compétent sur la création de sites internet que sur la création de visuels, que sur du copywriting, que ce soit pour vous écrire des newsletters, que ce soit... En fait, il est tellement créatif et il est tellement intéressé par tout qu'il est capable de faire un peu tout ce que vous lui demandez et surtout en un temps record. Il est très à l'écoute et extrêmement réactif. Je ne connais pas quelqu'un de plus réactif que lui. Voilà. Ouais, mais clairement. Et réactif, en fait, quand on s'est vu, le lendemain, j'ai eu une idée. Je me suis dit, faut que je fasse une émission. Okay. Et là, j'ai regardé un peu dans mon réseau. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai vu Valentin. Bien sûr. Je l'ai contacté. Il était hyper chaud. Je lui ai dit, faut qu'on fasse un jeu de société, justement pour une émission. Il a trouvé le nom, carrément. Il l'a appelé 49.3. Tu vas comprendre pourquoi. Okay, en fait, c'est simple. 49.3, c'est un jeu de cartes fait sur mesure pour pimenter ce concept de vidéo. C'est bien simple. Chaque invité pioche une carte et dessus, il y a 2 questions. Une question pour ta vie professionnelle, puis une question pour ta vie personnelle. Le joueur choisit de poser la question qui a de l'air la plus haute. Mais il y a une petite particularité. Chaque joueur a 2 cartes bonus. La carte 49.3 puis la carte Joker. La carte 49.3 permet à la personne qui pose la question de ne pas y répondre et de retourner la question à l'autre. Et la carte Joker permet de passer la question. Alors, t'es-tu prêt? Donc j'ai trié juste avant, on va poser là. Ici, je suis désolé, c'est honneur à l'hôte, c'est pas honneur à l'invité. Par contre, juste avant, j'aimerais qu'on parle, qu'on te présente tout simplement. Donc je te laisse te présenter et après, présenter aussi une petite surprise qu'on leur a prévue. Eh bien, qui je suis? Donc je m'appelle Candice Perrac-Rosière. J'ai écrit un livre il y a à peu près 1 an et demi qui s'appelle Vous êtes coupable, capable. Donc en fait, le mot coupable est gribouillé. Et très succinctement, ça parle de comment je me suis sentie coupable tout au long de ma vie à travers une multitude de choses et comment au fur et à mesure de mon avancée, des années qui sont passées, comment je me suis sentie capable d'eux. Autrement, je me définis comme une maman, entrepreneur. J'ai une petite fille qui s'appelle Lilia, qui fait mon bonheur tous les jours. Je suis mariée depuis maintenant un peu plus d'1 an et je suis, comment on pourrait l'appeler, dans un terme salariat, on pourrait dire directrice des ventes. Autrement, dans le monde du digital, j'appellerais ça Head of Sales. Et donc, je manage des équipes de commerciaux. Voilà, pour 6 entreprises notamment, surtout de la prestation de services et de la vente de formation, d'accompagnement, de mentorat en ligne, la plupart du temps. Et puis ensuite, je fais aussi de l'accompagnement sur de la reconversion professionnelle et du développement personnel. Mode confiance en soi, mindset, tout ça. Voilà. D'accord. Moi, il y a une question que je veux te poser. Comment tu fais pour gérer tout ce travail? Parce qu'en fait, ce qui me fait rire, et à chaque fois que je parle de toi avec des gens, tout le monde dit, mais Candice, elle est tout le temps réactive. On t'appelle à 5h du matin, tu vas répondre. À 23h, tu vas répondre. Tout le temps, comme si tu dormais pas. Tu fais quoi en fait? C'est quoi tes journées? Ok. Eh bien, mes journées, elles peuvent faire peur. Mais clairement, encore une fois, c'est choisir un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est vraiment un peu mon mantra, entre guillemets, et que j'ai trouvé, j'en suis fière. Et en fait, je fais du 6h minuit, tout simplement. En sachant que, oui, je suis réactive parce que je pense que je suis une personne qui est assez impatiente, du moins qu'il l'a été. Et donc, j'agis comme j'aimerais qu'on agisse envers moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai une question, j'aime bien avoir la réponse vite.
et rapidement. Et donc, je fais cette même chose. Également, on va dire que je déteste, comme beaucoup d'entre nous, toutes les petites notifications là, tu vois, qu'il y a sur nos téléphones, sur toutes les applications. Je ne peux pas les supporter. Donc, bien, ce que je fais, c'est simple, c'est que je fais mon maximum pour répondre au plus tôt possible. Après, j'ai une règle avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est on s'écrit quand on veut et on se répond quand on peut. Mais je ne veux pas frustrer les personnes que j'accompagne. Admettons, ils ont une insomnie à 3h du matin. Oui, je veux qu'ils m'écrivent comme un journal intime et qu'ils se confient à moi. Par contre, si je réponds à 5h ou à 10h le matin, je réponds à cette heure-là. Mais je veux que toutes les pensées, on puisse les dire de manière spontanée. Et toi, t'as pas désactivé tes notifications? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui les désactivent, toi non? En fait, je fais finalement, suivant les priorités, quand je me rends compte que les messages que je reçois sont pas dans une urgence absolue, je fais non lu. Et autrement, j'utilise quelque chose, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le faire, c'est quand on a WhatsApp professionnel, WhatsApp business, on peut mettre en place gratuitement un message d'absence. Je le vois souvent. Très souvent un message d'absence qui dit je ne suis pas disponible actuellement, veuillez s'il vous plaît me laisser un message et je vous recontacterai dès que possible. Et en fait, je me suis rendu compte, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est le type de personne qui t'envoie un message juste en mode coucou ça va. Et bien ce coucou ça va, moi il me frustre énormément parce qu'en fait je veux savoir le sujet et donc puisque j'envoie ce message d'absence, je leur dis mettez-moi tout ce dont j'ai besoin de savoir, je reviens vers vous. Et au moins... Moi, tu me fais penser à un truc, la question que je déteste, et ça on me la pose souvent sur LinkedIn, c'est salut Léo, est-ce que je peux te poser une question? Ah ouais, mais voilà. Mais même pas, j'ai envie d'y répondre, mais pose-moi la question, tu me la poses. Est-ce que tu peux leur présenter la surprise qu'on leur a apportée? Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écrit un livre qui s'appelle Vous êtes capable. Et ce livre, Léo a eu la très bonne idée de le faire gagner. Parmi tous les commentaires qu'il y aura sous cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner un au hasard avec un logiciel que Valentin va sûrement faire. Et puis, on sélectionnera une personne au hasard. Mais laissez un commentaire constructif, dites pourquoi ça pourrait vous aider. Et puis, au moins, Candice, elle pourra vous lire. J'ai hâte d'avoir le retour d'un d'entre vous. Et puis, bien sûr, j'espère que ça vous apportera le coup de boost que ça apporte à certains, en tout cas. Et que ça m'a apporté. Parce que moi, j'ai eu personnellement, en 4 heures dans le train, ce qui est incroyable, c'est qu'il se lit simplement. Il est trop bien. Je l'ai fait même lire à ma copine, j'ai fait lire à d'autres personnes dans mon entourage, j'ai recommandé. Et franchement, il est incroyable. Merci beaucoup. Donc, félicitations pour ce livre que tu as écrit en 10 jours. C'est fou. Ce matin, je l'ai dit à Steve parce que je l'ai invité. Il me croyait même pas presque. J'ai dit, si, elle l'a écrit en 10 jours. Et j'ai vu quelqu'un ce matin qui veut écrire son livre. Et son projet, il date pour 2025. Ah waouh. Donc dans ma tête, j'ai repensé à toi, je me suis dit, il y a Candice qui l'écrit en 10 jours et d'autres personnes en 1 an. Yes. Donc franchement, c'est incroyable. Après, pour pas trop me jeter de fleurs, j'insiste sur le fait que c'est une autobiographie. Donc quelque part, c'est quelque chose qu'on a dans la tête finalement. Et je n'ai pas eu besoin d'aller chercher des références ou quoi que ce soit puisque c'est des choses que j'ai vécues. Et la deuxième chose, c'est que même si je l'ai écrit en 10 jours, je sais pas, beaucoup d'entre nous font aussi ça, il me semble. On écrit toutes nos pensées dans nos notes, notamment sur l'iPhone. Et en fait, j'avais déjà écrit beaucoup ces dernières années. Donc j'ai tout rassemblé. Et puis en 10 jours, effectivement, j'ai été alitée pendant 10 jours suite à une opération. Je m'ennuyais, je ne pouvais plus travailler. Et moi, quand je peux pas travailler, c'est très frustrant pour moi. Et donc j'ai passé 4 heures tous les soirs, de 22h jusqu'à 2h du matin, à l'écrire effectivement. Donc en 10 jours. Donc voilà, si vous voulez le gagner, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire, liker cette vidéo, on vous sélectionnera et puis on vous l'enverra, on vous contactera. Ah oui, on peut pas contacter les gens sur YouTube, donc mettez votre adresse mail, parce que ça, la plupart des personnes qui font des concours sur YouTube, ils demandent tout le temps l'adresse mail ou un compte Instagram, peut-être un blast. Voilà, ou alors suivez-nous bien sur Instagram pour pas que vous ratiez si vous allez gagner, parce qu'on pourra annoncer le gagnant, donc faut surtout pas louper ça, sinon vous loupez votre cadeau, on devra refaire le tirage au sort. Donc voilà, on va le laisser là et puis on va commencer. C'est parti. Alors du coup, on a nos 2 cartes 49.3 Joker. Ça marche. Honneur à l'autre, comme j'ai dit. Ici, c'est pas honneur aux invités. Je t'en prie. Et puis je vais regarder les 2 questions. Je vais poser une question pro. Comment abordes-tu le feedback négatif au travail? Je dirais que, et j'en parlais justement hier ou avant-hier avec un ami, je suis difficilement impressionnable, dans le sens où je peux avoir beaucoup de respect envers les autres, mais très peu m'impressionnent, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai bien capté le fait que chacun était capable de choses extraordinaires. Donc je dirais que je le prends plutôt bien, ce feedback négatif, même je le prends positivement dans le sens où c'est agréable que quelqu'un puisse être transparent avec ce que je fais. Forcément que parfois je peux le prendre personnellement, je reste humaine et je reste très sensible. Et le tout, c'est simplement quand j'ai des feedbacks négatifs à mon sujet notamment, par exemple sur mon attitude ou sur mon comportement, je peux avoir tendance
à chaud à être un petit peu contrariée. Et puis ensuite, c'est simplement, je me fais l'avocat du diable. J'ai un conseil dans ma tête. Il y a ma maman, il y a Michelle Obama, il y a mon mari, il y a encore d'autres personnes que je respecte. Elle t'inspire, Michelle Obama ? Ah ouais, bien sûr. Ah, donc tu t'inspires de personnes et tu fais comme... Voilà, et je me pose des questions et je me dis, voilà, est-ce que effectivement ce feedback est constructif ? Est-ce qu'il est objectif ? La plupart du temps, c'est oui, en plus, parce que je pense que je suis très exigeante envers moi-même. Donc, j'ai tendance à me remettre en question et à accepter les feedbacks négatifs. Il n'empêche que je les accepte, mais ils ont tendance forcément à me blesser, mais c'est toujours pour du mieux. Je reste convaincue que si j'ai ce feedback, c'est pour une bonne raison. Bon, je te laisse... Allez, c'est parti. Quel est le livre, Léo, qui a eu le plus grand impact sur ta vie ? J'aurais bien dit le tien, mais ce serait trop de l'autopromo. Non, alors, un livre qui m'a vraiment changé ma vie, c'est Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, un livre très connu que tu as peut-être sûrement lu comme beaucoup de personnes. Et en fait, ce livre, je l'avais lu pendant un stage en première année d'études ingénieurs à Epitech, en deuxième année. Donc, c'était en 2020. Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est fou comme il explique bien la vie, comme c'est facile de comprendre. Et des fois, on le lit et on prend du recul sur la vie qui nous entoure. Donc, il nous explique des concepts sur l'argent, sur l'investissement, sur le travail, le fait de travailler pour de l'argent, d'échanger son temps contre de l'argent. En fait, on lit ce livre, on regarde les gens autour et on se dit, mais si les gens avaient lu ce livre, tout à fait, ça aurait ils seraient beaucoup plus heureux. Et pas forcément, c'est pas question d'être entrepreneur ou autre, c'est question de voir la vie un peu autrement. Et Robert Kiyosaki, il est milliardaire. Il est milliardaire et il a fait sa fortune surtout dans l'infoproduit. Ce qui fait que moi, je suis dans l'infoproduit Donc ça t'a en grande clairement partie. Impacté. Ouais, il m'a vraiment impacté, il m'a inspiré. Il a fait que le petit Léo, stagiaire dans une petite entreprise dans laquelle je développais un logiciel pour Air France, aujourd'hui, il a voulu monter sa boîte. Il a eu beaucoup plus confiance en lui. Et en fait, le problème que j'avais, et ça je le dis tout le temps, c'est que moi, j'avais pas la famille business, j'avais pas d'entourage. J'étais vraiment à la campagne, dans une ferme. Et j'ai grandi au milieu d'artisans, salariés, donc pas du tout comme moi. Et le fait de lire des livres comme ça m'a permis de m'ouvrir et de me créer un réseau virtuel. Et en fait, j'ai découvert de nouvelles personnes, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des événements. J'ai participé à un événement, mon premier événement business, c'est un Doussama Amar, et j'ai rencontré 2 personnes incroyables, qui est Jean Loris, je mettrai son Insta juste là, et Larry Lam. On s'est super bien aidés et ça m'a permis de me booster dans ma carrière pro. Et c'est là où on a commencé justement à se connaître. C'est là où je t'avais envoyé un message, c'était 2020 ou 2021. Oui, il me semble, où je me présentais, je sais plus exactement ce que je te disais. Eh bien, en fait, je pense qu'on peut retrouver les conversations. On peut retrouver les conversations. Mais toi, tu m'as renvoyé les screens. Mais oui, exactement. On mettra les screens. Mais en tout cas, je t'avais parlé à ce moment-là. Je débutais à peu près. J'avais une formation justement que j'avais créée pour apprendre à tout le monde à créer des jeux vidéo, à créer des logiciels informatiques. Et puis après, justement, t'étais passé à Montpellier. J'avais voulu te voir, mais t'étais plus dispo. Oui, exact. Et au final, on aura mis plusieurs années à se revoir. En effet. Mais on a travaillé ensemble. Oui, donc, bien sûr. Ah bah oui. Et on travaille encore aujourd'hui ensemble. Et on travaille encore ensemble. Et je rajouterai une dernière chose vis-à-vis des livres. Je pense en fait un bon livre, et vous pourrez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais un bon livre pour moi, c'est lorsqu'on arrive à s'identifier dans un livre et à se poser des questions une fois qu'on l'a lu. Ça signifie que forcément, il nous a impacté. Et à chaque fois que je lis un livre, et d'ailleurs les peu de fois, je sais qu'il est bon parce que quand je vais le fermer, j'y suis encore dedans. Je vais me poser des questions, je vais soit avoir de l'empathie, mais en tout cas, ça va créer véritablement un sentiment chez moi. Alors que si je le ferme et que je passe déjà à autre chose et je vais aller cuisiner par exemple, pour moi, c'est que logiquement, ça m'a pas impacté, c'était pas un bon livre. Moi, il y a un livre que j'adore, c'est L'offre à 100 millions. Ah oui. Et alors, La honte, je le lis en français. Tout le monde me déteste quand je leur dis je lis en français, mais il est incroyable. Et il m'a vraiment aidé à beaucoup mieux pricer les tarifs de mon agence, à créer de meilleures offres et aussi qui attirent vraiment, créer des offres irrésistibles. Et là, c'est vraiment un livre technique. C'est pas du développement personnel, c'est pas comme ton livre. C'est vraiment très technique. Mais sur un livre technique, je pense que c'est un livre à lire si on est entrepreneur, qu'on a quelque chose à vendre. Ah incroyable. C'est à moi. À toi. Vie pro encore. Raconte une situation où tu as dû travailler avec quelqu'un que tu trouvais difficile. Alors en sachant que ça m'est arrivé, et d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est très simple. Soit j'avais un petit peu l'ascendant, en tout cas j'avais la sensation d'avoir un peu plus de leadership que cette personne-là, donc je lui ai dit avec transparence ce que je pensais et de quelle manière il fallait qu'on améliore les choses, autrement c'était terminado et il n'y aurait pas de collaboration. Et ça s'est plutôt bien passé, et c'est par contre là où forcément on a moins l'ascendant, où on a en tout cas pas cette sensation d'être sur un pied d'égalité et où c'est plus compliqué. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat comme dans le salariat. Dans le salariat, ça m'est également arrivé d'avoir de grandes difficultés avec un N+1 entre guillemets, et là quand on n'a pas
pas l'ascendant, c'est moins évident. Je pense que quand j'avais pas encore suffisamment confiance en moi, eh bien je fuyais tout simplement, ce que je ne recommande pas. Mais je fuyais et je quittais mon boulot tout simplement parce que ça passait pas. Alors que j'aurais pu être, je pense, franche et dire les choses avec transparence pour essayer de voir s'il y a une amélioration. Ce qui a changé ma vie justement en étant entrepreneur aujourd'hui, c'est que même si parfois je peux avoir la sensation qu'il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur moi, j'arrive à en parler avec cette personne de manière transparente. Et d'ailleurs dans le métier de commercial, et donc ici j'insiste bien sur le côté closing, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller un petit peu fouiller en quoi ça consiste. Mais dans le métier de closing, de closer, c'est très important cette notion-là. Est-ce qu'on peut quand même leur faire une petite parenthèse sur closer? Je préfère qu'on leur explique. Oui, bien sûr. Comment tu définirais le terme closer en quelques mots? Il y a déjà des commerciaux traditionnels qui sont déjà closers, sans le savoir entre guillemets. Ce mot closer, il a été inventé il y a quelques années déjà, et même depuis de longues années aux États-Unis. Mais je dirais que c'est un commercial. La plupart du temps, par contre, il close au téléphone ou bien en visio, donc c'est à distance. C'est une personne qui, la plupart du temps, à 95% du temps, travaille de chez lui, en télétravail, et travaille pour son compte. Il a au téléphone, au quotidien, des personnes qui sont intéressées par un service. Ça peut être, et je vais faire un exemple très concret. Admettons, je viens d'accoucher, j'ai envie de perdre du poids. Je vais taper sur Internet, perte de poids facile à faire à la maison. Tout simplement parce que ça faisait 1 an que j'étais inscrite à la salle de sport et que j'y suis allée 3 fois. Donc, je cherche un peu plus de facilité et j'essaye de regarder s'il y a quelque chose que je peux faire à distance. Et franchement, je vais me faire incendier de dizaines et dizaines de publicités, de publicités sur Internet, sur YouTube, sur Google, sur Instagram, sur TikTok, etc. Jusqu'à un moment donné où il y a une publicité qui va vraiment me plaire. Elle va me plaire, je vais peut-être ressentir des similitudes avec le coach en question qui accompagne, et puis je vais m'éduquer, c'est-à-dire que je vais suivre cette personne, je vais le follow sur Instagram, je vais le suivre également sur LinkedIn, et puis je vais regarder peut-être des conférences qu'il met en ligne. Ouais. Et c'est moi, c'est ma décision, c'est une personne que j'ai aimée, peut-être parce que j'ai écouté des témoignages de ses clients, et donc je suis cette personne. Jusqu'à un moment donné où, je sais pas, je me regarde dans le miroir et je me dis « Ah non, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose ». Et que je perds du poids. Et là, je vais aller justement je vais me rappeler de ce coach et je vais regarder son site internet et je vois qu'on peut fixer des rendez-vous. Eh bien, je vais fixer un rendez-vous sur un temps qui m'est disponible et je vais répondre à un questionnaire. Et en fait, le closer, c'est quoi? Eh bien, c'est lui qui récupère ce fameux questionnaire. Donc, il ne fait absolument pas de prospection. Il n'y a pas de système de Ponzi ou pyramidal ou quoi que ce soit. Ce sont véritablement des personnes comme moi dans cette histoire qui sont vraiment intéressées, qui du moins ont besoin ici donc de perdre du poids. Et le closer, son objectif, c'est de le recruter. Mais par contre, il ne doit pas le recruter à tout prix. Il le recrutera uniquement s'il a la sensation qu'il y a cet état d'urgence. C'est-à-dire si moi, Candice, j'ai vraiment envie de perdre du poids maintenant. Parce que si c'est dans 1 an, autant ne pas le faire. Parce qu'elle ne sera pas impliquée, cette Candice. Et du coup, elle va peut-être demander un remboursement, ce sera très énergivore. Il faut que ce closer-là, il analyse également sa capacité financière, ne serait-ce que ça. Parce que si c'est pour mettre en danger cette personne, c'est pas l'objectif non plus. Autant dire, chaque closer, je pense, a envie de bien s'endormir. Oui, en fait, le closer, il accompagne la personne. Tout à fait. C'est pas vendre, vendre, c'est la finalité, mais il accompagne. Il y a beaucoup de psychologie. Beaucoup de psychologie, même presque un peu un médecin. En fait, un médecin, quand tu vas chez le médecin, eh bien, il va te faire une prescription suivant tes symptômes. Et bien là, c'est pareil. Au téléphone, Candice, elle va expliquer ses symptômes. Oui, je me sens pas bien, j'ai pas confiance en moi, je grignote, etc. Et le closer va prescrire quelque chose. Soit, je pense que tu as le profil et je pense qu'il est adapté à nous. Maintenant, on va peser les pour et les contre. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste et on va voir à la fin de l'appel qu'est-ce qui va vraiment se passer, parce que moi, je veux aussi sentir que tu es surexcité à l'idée de démarrer une nouvelle aventure avec nous. Ou il va prescrire le fait que, non, tu n'es pas adapté. Il y en a beaucoup qui me disent, non, mais en fait, vous faites jamais ça. Jamais vous leur dites vous n'êtes pas adapté. Eh bien, c'est au bon vouloir de chaque closer, tout simplement. C'est-à-dire que c'est à toi de décider quel closer, quel commercial est-ce que tu vas être. Oui, voilà, il y a des bons et des mauvais. Et moi, justement, dans mon programme d'accompagnement, d'ailleurs, on a de tes closers. Nous aussi, en fait, il y en a, ils me croient pas quand je dis, des fois, on refuse des personnes parce qu'elles sont pas adaptées, ou parce que niveau argent, elles peuvent, mais c'est risqué. On leur dit, attends un peu. Ou alors parce qu'on sait que LinkedIn, ça va rien leur apporter dans leur niche. Mais il y en a, ils croient pas à ça, alors que au final, il y a tellement d'opportunités sur les réseaux que trouver des clients, il y en a, c'est simple. Exactement. Par contre, avoir les bons clients, c'est plus de travail, mais sur le long terme, ça paye beaucoup plus. Parce qu'on a vu des personnes qui ont voulu closer tout et n'importe quoi. Elles se sont retrouvées au bout d'1 an avec la pire image, plein de mauvais avis et tout. Donc c'est un travail. Et puis quand on a un minimum de valeur, normalement, c'est un réflexe. Voilà, c'est ça.
C'est ça exactement. Et puis en fait, ces personnes qui se disent mais je suis sûre que vous acceptez tout le monde, ce sont la plupart du temps des personnes qui eux les premiers ne le feraient jamais. Donc ils peuvent simplement se dire bah oui, il existe en fait d'autres personnes comme moi qui ont des valeurs. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc en gros, pour terminer sur le closing, un client, donc un entrepreneur ou un formateur va sous-traiter le closer et lui donner la partie vente et recrutement de son entreprise. Aussi simple que ça. Et il est payé la plupart du temps à la commission. Encore une fois, voilà, j'insiste bien sur le côté, chaque personne peut décider du closer qu'il veut être. C'est comme chaque commercial peut décider de quel comportement il va avoir. On a, et vous le savez tous, des super commerciaux autour de nous qui nous vendent des choses dont on a besoin, et on a des commerciaux qui veulent tout nous vendre à tout prix. C'est pareil dans le closing. Ok, tu sais que je sais même plus c'était quoi la question de base. La question de base c'était... Ah oui, trouver quelqu'un difficile. Les situations, après une en particulier, je dirais que effectivement, ce que j'aime faire avec mes collaborateurs, c'est leur poser une question du style quel est ton mantra? Quel est le mantra? Au-delà de ta vision, c'est qu'est-ce qui te suit dans ta vie? Je peux pas vous dire là comme ça quelle est la réponse qu'on m'a donnée, mais c'est une réponse qui m'a presque brisé le cœur tellement ce mantra-là, en fait, je ne le partageais pas. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement compris que je ne pourrais pas travailler avec cette personne-là. Ça n'empêchait pas à quel point je pouvais l'apprécier en tant que personne, mais au niveau business, je savais que je ne pourrais pas travailler avec cette personne-là. Oui, il y en a, on s'entend avec eux personnellement, dans le sport, mais pas dans le business. Ça peut. Exactement. Et c'est normal. Ok, je te laisse piocher. Allez, pour une fois, je vous fais découvrir les deux questions. Et par contre, je n'en choisirai qu'une. Donc, pour la vie perso, c'est quelle est la chose la plus risquée que tu aies jamais faite? Et la vie pro, c'est quel est le projet le plus passionnant sur lequel tu as travaillé? Je vais te poser donc, quelle est la chose la plus risquée que tu aies jamais faite dans ta vie personnelle? En fait, c'était en 2022. Je sais plus exactement quel mois, mais c'est quand j'ai quitté Montpellier au bout de 4-5 ans. En fait, j'avais un trop de tout. Les gens de Montpellier m'énervaient, mon business actuel m'énervait, j'avais une agence de marketing, je voulais tout changer. C'était pas un burn-out, très loin de là, j'ai eu la chance de pas vivre ça jusqu'à maintenant, mais c'est que j'avais un besoin de renouveau. Et en fait, à l'époque, j'avais la chance en solo de gagner entre 15 et 20 000 euros par mois, moi seul. Je vivais bien, j'avais un bel appartement et tout, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, ça me plaît pas. J'ai quitté tous mes clients. Alors, je les ai pas quittés comme ça. J'ai passé à des collaborateurs qui ont suivi la prestation. Moi, j'ai plus rien fait. Je suis passé de 17 000 euros, c'était en 2022, juin 2022 peut-être, à 0 euros le lendemain. J'avais plus rien. Parce qu'en fait, j'ai plus voulu. Ce que je faisais, je me reconnaissais pas dedans. Ça me plaisait pas. C'était un business qui ne me plaisait pas. Et d'ailleurs, mon pote Marc Albinet, qui a été un des premiers clients de Prinkster en coaching. Je le vois sur LinkedIn. Voilà, il était chez moi le jour où j'ai pris cette décision et il a dit mais Léo t'es fou. Et en fait j'ai fait cette décision. Après j'ai été un mois à Angers, j'avais rencontré ma copine un peu avant, j'ai été un mois à Angers pour un peu changer d'air, Paris, tout ça. Et j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais lancer. J'ai de plus en plus de clients qui me disaient ouais mais Léo, on voit ce que tu fais sur LinkedIn parce que j'étais déjà sur LinkedIn. On voit ce que tu fais sur LinkedIn et on a tellement adoré tes prestats qu'on aimerait bien que tu nous proposes du LinkedIn aussi. Et là j'ai commencé à me poser des questions. Il y en avait un, je l'accompagnais encore parce que je lui avais pas trouvé de remplaçant, je voulais pas le lâcher. Oui, je comprends. Et j'ai commencé à lui ajouter du LinkedIn. Et là, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je lui faisais ce que moi je faisais pour moi-même. Et il avait des vrais résultats rapides. Parce que dans le marketing digital, création de site, c'est les résultats, mais qu'on voit sur le long terme. Bien sûr. Là, il avait des résultats rapides. Il était trop content. Et du coup, j'ai fait lui. Après, j'ai formé Marc. Marc, il a explosé. Quand je l'ai connu, il gagnait pas du tout d'argent. Il avait pas de business. Il avait même pas de salariat, rien. Et un mois après, il faisait plus de 2-3 000 euros par mois. Donc grâce à LinkedIn. Donc je l'ai accompagné, ça a été un super succès pour moi, j'étais content, j'avais changé une vie et j'ai commencé à faire ça de plus en plus. Tous mes anciens clients, j'ai closé sur Neptune Network à l'époque qui est devenu Prinkster. Neptune Network c'était mon ancienne agence et en septembre 2022, j'ai annoncé sur LinkedIn que j'ouvrais officiellement Prinkster et dans la même journée, j'ai eu 70 demandes. J'avais 0 closer du coup. J'avais 0 closer, j'étais le seul à devoir faire tous ces appels et je me rappelle, j'étais à Paris avec un autre client sur un autre business et j'ai fait que des appels, que des appels et c'était la première fois que je sentais un réel intérêt envers un service et que je prenais vraiment du plaisir. Et en fait je suis trop content parce que peut-être qu'aujourd'hui oui je serais en solo, j'aurais une vie tranquille et je gagnerais bien ma vie, mais en fait ça me plaisait vraiment pas. Et ce risque de passer de temps à rien du jour au lendemain, j'ai eu vraiment très peur et mes parents m'ont pris pour un fou vraiment. Et m'ont pris pour un fou parce que aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Et aujourd'hui ils sont fiers de toi? Ah oui ils sont fiers. En plus je suis trop content, j'ai une belle équipe, j'ai recruté pas mal de personnes
personnes que tu as formées juste avant. Oui, tout à fait. Et non, franchement, Pringster, c'est tout autre chose. Déjà, financièrement, c'est autre chose parce qu'on est une entreprise, il y a plusieurs collaborateurs et aussi parce que ça me plaît vraiment. J'ai une question pour toi. Tu es passé donc de solopreneur à entreprise, à avoir des gens à gérer, à manager. On est d'accord qu'en fait, proportionnellement, tu aurais pu rester solopreneur, ne pas scaler, comme on le dit dans ce milieu, et tu aurais pu donc avoir à chaque fois tes clients qui te payaient uniquement toi et ne pas déléguer. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision de finalement devenir entreprise, de déléguer, de prendre des ghostwriters, de prendre des coachs, ou etc. Tu comprends ce que je veux dire? Au tout début, je vais pas mentir, il y avait de l'ego. Okay. En fait, j'ai eu ma phase où je me suis dit, je vais prendre des bureaux. J'avais pris des bureaux dans Montpellier, à côté d'Ubisoft. J'avais fait un post sur LinkedIn, je mettrai peut-être le screen. J'avais fait un post sur LinkedIn pour annoncer justement que je signais mes premiers locaux. J'avais pris 2 alternants, 2 CDI parce qu'on commençait à bien marcher. J'étais associé avec quelqu'un d'autre qui avait une autre société en e-commerce dans les mêmes bureaux. D'accord. Et puis en fait, j'étais trop content parce que j'avais mes bureaux, j'étais content d'en parler et tout ça. Quand j'ai commencé à travailler en équipe, je me suis rendu compte que c'était trop bien. J'étais plus seul de mon côté. Toi-même, tu vois, tu coaches des gens, c'est beaucoup mieux de travailler en équipe plutôt que être seul. Moi, j'étais développeur de base. J'étais seul sur mon ordinateur à coder toute la journée. Je faisais des journées de 20 heures des fois, seul. Et en fait, ça me plaisait plus. Et le fait d'avoir cette énergie d'équipe, si un jour, par exemple, je sais pas, moi, j'ai pas le moral, il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Tout à fait, bien sûr. Donc, le business ne dépend pas du moral d'une seule personne ou du burn-out aussi d'une seule personne. Une entreprise, c'est une vraie organisation. Là, par exemple, à Noël, j'ai pris 2 semaines de vacances. J'ai dit à Simon, je te laisse la main libre, on voit comment ça se passe. Et il a tellement assuré que j'ai recruté pour du long terme. Et devenu customer success. Voilà. Yes. Et en fait, je suis trop content d'avoir réussi à créer une équipe qui n'a plus besoin de moi. Bien sûr. Qui n'a plus besoin de moi, donc bien sûr, il y a des limites. Mais franchement, je suis trop content et encore plus content parce que de base, je suis très nul en management. Je suis très nul. Simon est beaucoup mieux que moi sur ça. C'est pour ça que j'ai recruté. J'ai beaucoup eu l'habitude de travailler en perso, en fait, seul. Donc ça a demandé beaucoup de travail, mais non, trop bien. Par contre, c'était un gros risque qui m'a du coup beaucoup plus apporté. Les risques sont calculés. Là, je sais pas s'il était calculé, mais parfois je pense qu'il faut sentir les signaux aussi quand ça va pas, ce que tu as fait. Et après, tu as suivi ton intuition et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et parfois, ne rien faire n'est pas la bonne solution non plus. Donc félicitations à toi, c'était très intéressant. Mais même, j'étais obligé parce que je pense très franchement que j'aurais pu finir en burn-out. Et en fait, j'étais pas heureux. Ce travail, ça me mettait pas heureux. J'étais seul depuis des années. Et là, franchement, c'est différent. Donc, c'était à moi? C'est à toi. Question perso. Quel est le plus grand sacrifice que tu aies fait pour quelqu'un d'autre? Je ne pense pas avoir fait de véritables sacrifices. Et si mon mari m'entend, il va rigoler, mais on déménage. Là, je viens d'Aveyron et je déménage et je suis mon mari, en fait, dans sa ville... Daniel. Coucou Daniel. Dans sa ville natale, à Brive-la-Gaillarde. Sa ville natale? Enfin, pas natale, parce qu'il est né à Lyon, mais il a grandi à Brive de ses 4 ans, voilà, jusqu'à la fin. Il a fait ses études sur Bordeaux, voilà. Et moi, j'ai déjà mes habitudes à Rodez. J'ai mes parents qui sont tout près, qui peuvent nous garder Lilia quand on en a besoin. Et ça fait longtemps que tu sais. Oui, parce que même si j'ai beaucoup voyagé, que je voyage beaucoup, j'ai toujours eu mon pied à terre en Aveyron. C'était Rodez. Voilà. Et donc ça peut être un sacrifice dans le sens où, en plus, on a eu beaucoup de difficultés au niveau des transactions pour pouvoir vendre notre bien, racheter un bien, tout simplement parce que lorsqu'on est entrepreneur, c'est le petit couac de temps en temps, c'est que c'est pas évident d'investir ou d'acheter ou d'emprunter. Donc ça a été assez compliqué. Et ça, c'est un petit sacrifice que je fais. Et puis en fait, quand je me suis posé la question, justement, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un sacrifice? Je me suis tout simplement rendu compte que mon appartement, même si je l'aime plus que tout, on l'a vraiment bien retapé, il est magnifique, c'est un T5 triplex, et bien ce n'est que du matériel. Et je me sentirais qu'il est très très beau. Merci. Oui, tu l'as visité, c'est vrai, on a fait un imposteur chez toi. Exactement. Mais voilà, c'est du matériel et je pense que je me sens bien là où je suis aimée, et dès l'instant où je suis avec mon mari et ma petite fille, eh bien c'est parfait. Autrement, je dirais que j'ai pas fait de sacrifice dans ma vie. Je pense qu'il y en a par contre qui ont fait des sacrifices pour moi. Et justement, d'avoir vu mes parents peut-être faire de temps en temps des petits sacrifices, je dis pas que je leur ai fait vivre une vie horrible, mais des petits sacrifices, je me suis simplement dit, Candice, n'en fais pas, fais aucun surtout, parce que je veux que ta fille, elle grandisse en voyant que sa mère, elle a toujours pris des décisions pour elle s'est épanouie, elle a fait des choix qui étaient pour elle, et du coup c'est une femme épanouie, pour que ma fille, elle, c'est pareil, elle ne fasse pas de sacrifices pour ses enfants, et qu'elle puisse vraiment faire ses propres choix, et que ses enfants à son tour lui disent, voilà, maman, en fait, a l'air d'être tellement heureuse et épanouie, etc., etc. Parce que quand on fait des sacrifices, ça signifie aussi qu'on s'est
empêcher de faire quelque chose qu'on voulait terriblement. La plupart du temps, c'est ça. Et je veux pas montrer cet exemple à ma fille. Mais ça te fait pas bizarre un peu ou un peu peur de quitter ton petit environnement familial? Parce que moi, là, justement, je suis en train de partir d'Albi, là où il y a toute ma famille, pour aller à Montpellier. Donc, c'est pas loin, bien sûr. Mais on a quand même nos habitudes de voir souvent la famille, tous les soirs, voir son frère, tout ça. Bien sûr. Et c'est vrai que souvent, surtout quand on est très famille, moi, je suis très, très famille. Je le suis, je les vois beaucoup. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même. Je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, par exemple, ma petite sœur, je la vois, elle est peut-être 10 fois par an, très clairement. Et si elle m'écoute, c'est la vérité, je la vois 10 fois par an. Et je me dis, justement, puisque je pars à Brive, soit celle qui viendra volontairement, soit quand je viendrai, ce sera tellement en fait une occasion qu'on se verra beaucoup plus que si en fait je suis à Rodez. Quand je suis à Rodez, elle habite à Rodez? Oui. Et vous voyez 10 fois par an? Oui. Et quand je suis à Rodez, en fait, elle habite à côté de Rodez, mais à 35 minutes, quoi. Et en plus, elle conduit très vite, donc 35 minutes. Le fait qu'on sache qu'on est si proche géographiquement, eh bien, on se voit pas tant que ça. C'est comme j'avais un pote en école de commerce, il était à clairement 30 secondes à pied de l'école. Eh bien, c'était la personne qui était la plus en retard. Eh bien, c'est toujours pareil. Donc en fait, je me dis, je vais partir à Brive et quand je vais revenir sur Rodez, au contraire, ce sera la teuf, tout le monde va dire, il y a Candice qui arrive et je vais faire plein de choses super géniales. Après, la deuxième chose, c'est si ça a été douloureux un petit peu, surtout pour la relation que mes parents ont créée avec ma fille. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Maintenant, je me dis que mes parents sont à la retraite, qu'ils peuvent bouger et qu'ils auront Lilia pendant les vacances scolaires. C'est encore mieux pour l'amener à Disney, à la mer, etc. Ils auront les bons moments. Et la deuxième chose, c'est que, voilà, vous le découvrirez, ceux qui sont curieux de lire mon livre, et toi, tu l'as découvert. Mais il y a 8 ans, il m'est arrivé quelque chose qui a fait que je me suis vraiment renfermée et devenue assez casanière à Rodez parce que cet événement s'est passé à Rodez. Et donc, je pense que c'est le vrai nouveau départ que j'ai jamais eu, que là, je me suis jamais offert. Là, tu tournes un chapitre, là, carrément. Voilà. Et j'arrive dans une ville où je connais personne, je ne connais personne et personne ne me connaît. Et tant mieux, en fait. Je vais pouvoir me recréer. Je dis pas que je vais changer, mais je dis que je vais peut-être être plus ouverte et sortir davantage. Je m'étais vraiment renfermée sur Rodez, je pense. Et en fait, d'ailleurs, je pense ne jamais être moi-même véritablement dans Rodez. Je suis moi-même chez moi et j'avais créé mon chez-moi. Mais un chez-moi, comme je le dis, c'est avec les gens que tu aimes. Donc ma fille, mon mari, c'est OK. Et la deuxième chose, c'est que il faut du coup que je voyage beaucoup et c'est pour ça que je voyage au moins une fois par mois quelque part pour pouvoir être moi-même, pour pouvoir faire des choses que je ne m'autorise pas sur Rodez. C'est fou quand même, voyager une fois par mois, c'est bien. Il y a un peu qui prennent le temps et qui ont aussi cette liberté de pouvoir bouger. Bien sûr, nos métiers aussi dans un font beau que... voilà. Nos métiers font que nos activités nous permettent de pouvoir travailler, de prendre des vacances quand on veut, certes, mais autrement même de pouvoir travailler à l'étranger pendant le voyage. Donc ça, parce que voyager, c'est pas forcément des vacances. Non, pas du tout. Ah oui, on peut découvrir, clairement. C'est à moi de te poser. Allez, on choisit une vie perso. Si tu pouvais revivre une journée dans ton passé, laquelle serait-ce et pourquoi? Moi, en fait, c'est vrai que je pense beaucoup plus au futur. Le passé, j'y fais pas trop attention. J'ai beaucoup de souvenirs, mais retourner dans le passé, je t'avoue, à part des petits souvenirs, et encore, il n'y a pas des souvenirs assez forts par rapport à d'autres qui méritent d'être vécus. Vraiment? Pas une seule journée dans ta vie, dans ces 23 dernières années, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, mais quelle belle journée. Mais moi, en fait, je suis peu émotionnel, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, demain, je gagne 1 milliard, je vais être pareil que le jour d'avant où j'avais gagné 10 000. Et en fait, j'ai plein de souvenirs qui sont très bien, mais de là à être revécu, parce que moi, je sais qu'il y a un jour qui était incroyable, c'est quand ma sœur a accouché. D'accord. Et que je me suis dit, non, mais ma sœur, dans ma tête, bon, c'est ma grande sœur, mais dans ma tête, je nous voyais encore nous chamailler quand on était gosse. Et là, j'ai vu ça, mais de là à le revivre, tu vois, et c'était beau. C'était beau, je suis devenu tonton, tout ça. Bien sûr. C'est quoi, je te retourne la question. Je suis nul sur cette question, je te la retourne. J'utilise ma carte 49.3. Allez, ok, c'est parti. On va rester dans un truc pas très original, mais ce serait probablement l'une des pires journées et l'une de mes plus belles. C'est le jour de mon accouchement, quand justement Lilia est née. J'ai fait une césarienne. Donc la césarienne, je vais pas vous faire un dessin, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on fait une césarienne pour une femme. Cet instant précis où j'ai senti un immense vide en moi parce que Lilia venait tout juste de sortir de mon ventre, et cet instant d'après où je l'ai entendu pleurer, ça a été le Saint Graal, et ça a été, je pense que le fait d'avoir été adoptée, notamment ça y joue, le fait d'avoir mon enfant, c'est peut-être bizarre, mon précieux, ça me fait penser à ça, mais c'est un peu le cas. Le fait d'avoir été adoptée, c'est vrai que j'ai toujours rêvé un jour me dire j'aurai une partie de moi quelque part, voilà. Et je dis pas que mes parents ne font pas partie de moi, bien évidemment, mais je dis que physiquement, il n'y a pas de ressemblance, que on me l'a souvent répété et je m'en suis souvent rendu compte. Donc je savais que le jour où j'aurai un enfant, ça me ferait quelque chose de très fort, ça impacterait véritablement ma vie, ce qui a été le cas. Et en fait, ces 2 mini-secondes, ce vide immense
silence et ce désespoir, cet anéantissement de te dire elle est plus là et de pas entendre ses pleurs, ça te fait peur. Et la seconde d'après, d'entendre ses pleurs et te dire elle est en vie, elle est là, elle est avec moi et je suis sa maman et je suis devenue mère véritablement ce jour-là, même si finalement les 9 mois dans le ventre de maman. La transition doit être folle. Mais incroyable. Et ensuite, le moment qui était encore plus fort, tellement j'aime mon mari, c'est que, après une césarienne, je dois rester du coup au bloc pour faire les derniers soins. Et donc, c'est mon mari qui est parti avec ma fille. Je n'ai même pas j'ai pu l'avoir une seule seconde. Et c'est mon mari qui est parti avec ma fille pour faire un pot à pot, on appelle ça. Il est resté auprès de notre fille pendant 3 quarts d'heure, l'un contre l'autre. Et en fait, je me suis dit, c'est un lien spécial qu'ils sont en train de créer tous les deux. Et je me disais, c'est beau d'aimer autant, de ne pas envier mon mari, de se dire, mais c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois, j'ai souffert, etc. Et c'est lui qui récolte les tout premiers instants avec ma fille. Mais tellement je suis amoureuse de mon mari, et bon, je lui fais une déclaration, mais tellement je suis amoureuse de lui, j'ai trouvé ça magnifique de me rendre compte qu'un humain était autant capable d'aimer quelqu'un pour se dire, voilà, au contraire, vas-y, ils sont en train de créer un lien, et moi j'étais en train de me faire recoudre tout simplement, quoi. Donc je me dis, c'est fou quand même, l'humain, à quel point on a des capacités incroyables, et le fait d'aimer autant une personne et de se dire, y a pas de souci, vas-y, fais-toi plaisir avec notre fille, et du coup, rencontre-la avant moi, et puis moi, pendant ce temps, je vais attendre pendant 3 quarts d'heure dans le froid. Ok, voilà. Mais ma sœur a vécu pareil. C'est vrai ? Césarienne, et du coup, les premiers instants, c'était avec le père. Et c'est fabuleux parce que c'est vrai que c'est comment dire, un aboutissement et une concrétisation. On souffre quand même beaucoup, notre corps souffre, et ce vide-là, ça fait extrêmement peur. Et puis quand on entend les pleurs pour la première fois, et la seule fois d'ailleurs, on est très content d'entendre ses pleurs. Après, c'est autre chose. Ok, donc c'est à moi. J'ai fait un 49.3, donc c'est à moi de piocher. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui. Ah oui, vas-y. Ah, elles sont intéressantes les deux. On va partir sur du perso. D'accord. C'est pas très compliqué. Si tu pouvais rencontrer une personnalité historique, qui choisirais-tu et pourquoi ? Redis-moi la question exactement. Si tu pouvais rencontrer donc je ne la connais pas, parce que sinon je t'aurais dit mes papilles, voilà, mais non, c'est pas dans le sentimental. Si rencontrer une personnalité historique, un arrière-grand-père qui a fait quelque chose dans sa vie. Effectivement, niveau familial, j'aimerais bien, et puis du côté biologique, du coup, de mes ancêtres. Autrement, c'est peut-être un peu étrange, mais peut-être poser des questions un petit peu, je sais pas, moi, tu vas rencontrer un Hitler et tu lui demandes pourquoi, en fait. Pourquoi, tout simplement, t'essaies de le réveiller et lui dire, mais t'as quoi dans la tête pour penser comme ça ? Si j'avais la possibilité de rencontrer et de pouvoir impacter, du moins, de pouvoir faire en sorte que les conséquences soient différentes. Mais d'un autre côté, je chamboule tout le monde. Tu penses que des gens comme ça t'écoute ? Je sais pas. Surtout à l'époque, je pense qu'ils étaient quand même... Je lui prends les épaules et je le secoue. Ouais. Non, mais plus sérieusement, je sais pas, je dirais que Dalida, j'aimerais bien. J'ai regardé son film, je l'ai beaucoup suivi, je l'ai beaucoup écouté, et je la trouve assez inspirante. Et j'aurais bien aimé passer un moment avec elle, déjeuner avec elle. Je connais même pas. Non. Je connais même pas. C'est vraiment la génération 2000, ça. Mais non, c'est pas possible. Moi, je suis un Dalida, 2000. c'est une chanteuse italienne, et il y a sa biopic qui est sortie il y a quelques années. J'en fais la promotion, tu vois. C'est pas sponsor. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Je t'invite à le regarder. Et puis après, je reste convaincue qu'il y a au moins 5 chansons d'elle que tu connais. C'est un peu le style Céline Dion. Ok, ouais. Après, il y a beaucoup de chansons qu'on entend. Ah oui. Mourir sur scène, ça te dit pas ? Même pas, mais peut-être si on écoutera après. Promis. Ok. Mais ouais, Dalida, en fait, ce qui est sûr, c'est peut-être un moment agréable avec une personne qui m'inspire, et c'était vraiment un sacré bout de femme. Bon, mais on était sur la dernière question. Ok. Parce que je vois le J'ai temps. J'ai même pas utilisé mes jokers, mais je suis trop sympa en fait. Mais t'as gagné en fait, parce que moi j'ai été petit joueur, j'ai utilisé une carte 49.3. T'as rien gagné. Ah, ça c'est moins cool par contre. J'espère que la prochaine fois tu me feras gagner un cadeau. Ou alors... J'essaierai, je vais trouver un truc. Même un petit défi à se lancer. Mais si tu veux, tu sais quoi ? Lance-moi un défi, que ce soit sur les réseaux ou quoi. Tu sais quoi je voudrais que tu puisses nous faire... Allez, je sais que tu es en train de te mettre à fond sur Instagram. Ouais. J'attends de toi une story. Mais est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu vas vraiment le faire ? Tu nous écoutes du Dalida et tu nous fais écouter du Dalida. La meilleure chanson de Dalida, tu nous la fais découvrir et tu te mets sur Instagram, en story ou dans une pub YouTube. Je veux dire dans une petite vidéo ou à la fin de notre vidéo. Mais je veux te voir écouter du Dalida et kiffer ta life. Ok, écoute, défi accepté. Parfait, nickel. Merci. Défi accepté, je verrai comment on le fait, soit en story Génial. Ou à la fin de la vidéo. Exact. En tout cas, merci pour l'invitation. J'ai été vraiment touchée, Léo. Ouais. Et j'ai passé un très bon moment. Je pourrais continuer pendant des heures.
qu'on travaille ensemble depuis le temps que tu m'aides, que je t'aide, tout ça, c'était obligatoire. Il y aura tous tes liens en dessous de la vidéo, dans la description, Instagram, LinkedIn. Je sais pas si tu veux faire la promo de Setting Agency ou autre chose. Je dirais simplement que si vous avez aimé cette vidéo, ce moment tous les deux et ce que je dégageais, vous pouvez tout simplement fouiller un petit peu ce que vous pouvez trouver sur Internet et on aura l'occasion d'échanger ensemble, en tout cas avec grand plaisir. Super. Ouais, merci à tous. Merci à Candice d'être venue. Avec plaisir. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Salut.